Augustine Gigi Okocha est un nom qui résonne encore avec force dans l'histoire du football africain. Ce joueur exceptionnel qui a captivé les amateurs de ballon rond avec ses gestes spectaculaires et ses performances impressionnantes a façonné une génération entière, inspirant des légendes comme Messi et Ronaldinho qui n'ont jamais cessé de louer son talent. Sur les terrains du Nigeria, puis sous les couleurs nationales, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il a démontré une maîtrise du jeu qui allait bien au-delà des attentes. Sa carrière européenne, marquée notamment par ses passages au Paris Saint-Germain et en Première Ligue anglaise, reste gravée dans la mémoire des fans. Né le 14 août 1973 à Enugu, dans le sud du Nigeria, il porte fièrement le surnom Gigi que lui a donné son frère, un surnom devenu emblématique et bien plus léger que son prénom, Augustine. Dans un milieu modeste, il débute au sein du club local Enugu Rangers, où son talent éclate rapidement. Mais à cette époque, repérer un jeune joueur africain n'avait rien d'aisé. Avant l'ère Bosman et l'ouverture massive des places aux joueurs étrangers, les places pour les non-communautaires en Europe étaient limitées et précieuses. Ce contexte rendait les opportunités encore plus rares. À 18 ans, une chance inattendue se présente. En Allemagne, un ami joue pour le Borussia Neunkirchen en 3e division. En l'accompagnant à l'entraînement, Gigi est invité à jouer et il saisit l'occasion. Son aisance physique et technique impressionne immédiatement les entraîneurs qui lui demandent de revenir le lendemain. Sa deuxième performance confirme son potentiel et il décroche ainsi son premier contrat professionnel en Europe. Son premier match officiel avec Neunkirchen date du 2 mars 1991. En une trentaine de rencontres, il inscrit quelques buts, mais son niveau dépasse déjà largement celui de cette division. Rapidement, le club de Francfort s'intéresse à lui et arrive à le recruter en décembre de la même année. Ce transfert marque un tournant. Entrer dans le football allemand, réputé pour son intensité et son exigence dans un championnat de référence, devient un défi de taille. Cependant, la réalité est plus dure que prévu. Okocha fait face à un environnement souvent hostile, confronté à un racisme omniprésent. « Je n'ai jamais vraiment réalisé que j'étais noir avant d'arriver en Allemagne », confie-t-il. Imaginez l'impact de ce rejet qui évoque une blessure profonde. Pour lui, la réponse était claire. Sur le terrain, il allait répondre à la discrimination par ses dribbles redoutables, défiant encore et encore ses adversaires, les humiliant par son talent. Un moment mémorable reste celui d'un duel face au gardien Oliver Kahn, une véritable légende allemande. Après une contre-attaque mal maîtrisée par ses coéquipiers, Gigi se lance dans une série de gestes techniques impressionnants. Défiant les défenseurs et leur faisant perdre pied, il termine par une frappe magistrale qui laisse Kahn impuissant. Une scène qui a marqué les esprits et résumé parfaitement la force de caractère et l'audace de ce joueur. Au fil de sa carrière, Okocha allie créativité et efficacité, des qualités qui lui valent l'admiration des plus grands clubs européens. Ses exploits attirent les regards des plus prestigieuses écuries et il devient l'un des magiciens du football africain à avoir su conquérir le vieux continent. Lorsque Gigi Okocha attire les regards en Europe, c'est aussi naturellement qu'il séduit sa sélection nationale, le Nigeria. Sa première apparition sous le maillot nigérian a lieu en 1984, lors d'un match amical contre le Ghana, peu avant la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule cette année-là en Tunisie. Au cours de ce tournoi, Okocha s'impose progressivement, participant à presque tous les matchs et se distinguant notamment en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, où il transforme un pénalty décisif pour qualifier son équipe. À seulement 20 ans, il remporte son premier trophée majeur, le titre de champion d'Afrique. Parallèlement, il s'affirme comme un titulaire incontournable dans son club allemand, évoluant en Bundesliga, et dispute la Coupe UEFA, ce qui confère à son parcours un solide prestige. Ce qui rend Okocha unique, ce n'est pas seulement son habileté technique et ses performances sur le terrain, mais aussi son tempérament flamboyant, souvent source de tension avec sa direction. En 1994, alors qu'un nouvel entraîneur rigoureux, réputé pour son exigence, Ernst Jakub Jankous, fait son entrée à Francfort, le joueur va se heurter aux méthodes strictes de ce dernier. Cette approche dure ne cadre pas avec l'esprit libre et créatif du Nigérian. Mais il n'est pas seul dans ce conflit. Deux autres joueurs majeurs du club, Anthony Yeboah et Maurizio Gaudino, vont aussi exprimer leur mécontentement face à cette discipline militaire imposée. En réaction, Jankous n'hésite pas à punir les dissidents en les envoyant courir en forêt, tentant de rappeler qui commande. Cette atmosphère tendue pousse même certains à simuler des maladies avant un match crucial contre Hambourg, mettant à nu le bras de fer entre coach et joueurs. Malgré ces tempêtes, Okocha réalise sa meilleure saison à Francfort lors de l'exercice 1994-1995, cumulant 7 buts et plusieurs passes décisives en 36 matchs. Mais son ambition le pousse à aller plus loin, à tester d'autres horizons.
Ses exploits ne laissent pas l'Europe indifférente et nombre de clubs s'intéressent à lui. Alors qu'en saison 95-96, Francfort mise sur lui pour pallier le départ de joueurs importants, lui-même se voit attribuer davantage de responsabilités, devenant capitaine et augmentant ses contributions offensives avec 11 buts. Le scénario collectif, hélas, prend une tournure dramatique. Le club est relégué malgré les efforts du meneur de jeu. C'est clair, Okocha ne peut pas rester dans un championnat de 2e division. Son talent mérite une plus grande scène. L'invitation à briller lui est offerte aux Jeux Olympiques d'Atlanta aux États-Unis, durant lesquels il saisit pleinement sa chance. Le Nigeria présente une équipe redoutable, armée de prodiges comme Okocha, JJ Olayinka et des joueurs internationaux renommés. Dès les phases de groupe, Okocha marque contre le Japon, puis réitère en quart de finale contre le Mexique. Face au Brésil de Ronaldo et Bebeto, il offre une performance éclatante qui aide son équipe à surmonter un déficit de 3 buts pour l'emporter 4-3 en prolongation. Une des plus grandes surprises du tournoi. La finale contre l'Argentine sera tout aussi intense, scandée par une autre remontée fantastique qui scelle le sacre du Nigeria, couronné champion olympique. Cette victoire prestigieuse vient enrichir le palmarès déjà conséquent du meneur nigérian. Sur le plan club, son transfert vers le Fenerbahçe Istanbul marque un nouveau départ. Pour une somme record à l'époque de 4 millions d'euros, il débarque en Turquie où il devient rapidement une idole. Sa façon de jouer, ses dribbles chaloupés et son entrain sur le terrain déclenchent ce qu'on nomme la Okocha Mania. Les supporters stambouliotes ne cessent de le louer, notamment après ses débuts fracassants où il marque, délivre des passes décisives et devient un élément clé du club. Même s'il échoue à mener l'équipe loin en Ligue des Champions, sa production individuelle est remarquable, avec 18 buts et 14 passes décisives sur l'ensemble d'une saison. Il s'engage pour une 2e saison à Fenerbahçe où il confirme son statut de joueur majeur, inscrivant 14 buts et contribuant à une superbe 2e place en championnat. Parallèlement, il poursuit ses exploits avec le Nigeria lors de la Coupe du Monde 1998 en France. L'équipe est attendue comme une des nations phares, portée par l'apport de joueurs talentueux, dont Okocha fait partie intégrante. Dès le premier match, face à l'Espagne, Okocha se révèle décisif, participant activement à la victoire éclatante de son équipe. La dynamique se poursuit avec un triomphe contre la Bulgarie, assurant la première place du groupe. Mais le parcours s'achèvera prématurément en 8e de finale face au Danemark, une défaite qui marque une déception collective malgré le potentiel affiché. La déception a été grande pour le Nigeria quand ils ont été battus 2-1 par le Danemark en 8e de finale de la Coupe du Monde. Beaucoup espéraient une remontée qui ne s'est jamais concrétisée, laissant les Nigérians rentrer chez eux chargés de regrets. Pourtant, ce groupe affichait un talent immense avec le potentiel de devenir la première nation africaine à atteindre le dernier carré. Sur le plan individuel, JJ Okocha a su rebondir de manière remarquable. Pendant ce temps, en France, Charles Bieter cherchait à reconstruire un Paris Saint-Germain affaibli après le départ de stars comme Rai et Leonardo. Le profil audacieux de Okocha semblait exactement ce qu'il fallait au club pour relancer la machine. Cependant, attirer un joueur de ce calibre nécessitait un investissement conséquent. Le transfert s'est conclu autour de 90 millions de francs français, soit environ 14 millions d'euros aujourd'hui. Ce montant faisait de lui à l'époque le joueur africain le plus cher de l'histoire, ce qui a évidemment suscité beaucoup d'attentes. L'annonce de ce départ n'a pas fait l'unanimité. À Fenerbahçe, le club turc dont il venait, les supporters ont mal pris son départ au point d'organiser des manifestations pour exprimer leur mécontentement. Mais l'argent du transfert était trop important et finalement le passage à Paris était acté. Dès ses premiers pas au PSG, Okocha a montré qu'il n'était pas venu pour faire de la figuration. Lors de son premier match contre Bordeaux, il entre en fin de partie et en à peine 2 minutes émerveille les spectateurs avec un enchaînement de dribbles et un tir puissant qui termine dans la lucarne du gardien Ulrich Ramé. Une entrée en jeu qui marque les esprits et annonce la couleur. Son entraîneur de l'époque, Alain Giresse, admirait sa classe et ses qualités techniques. Mais malheureusement, le collectif parisien n'a pas brillé sur la même longueur d'onde. L'élimination humiliante du club au barrage de la Coupe d'Europe face au Maccabi Haïfa a conduit au limogeage de Giresse. Sous les ordres de son successeur Arthur Georget, Okocha conserve sa place de titulaire, mais les résultats et ses statistiques restent en demi-teinte. En mars, un 3e entraîneur, Philippe Bergerot, prend les rênes du club. Voyant que ses performances ne répondaient pas aux attentes, il décide de repositionner Okocha en milieu relayeur, un rôle qui lui permet de mieux organiser le jeu. Si ses buts restent rares, son influence devient capitale. Lors de cette 2e saison, il marque seulement 2 fois, mais mène son équipe à une 2e place en championnat et jusqu'en finale de la Coupe de France.
Cette finale, cependant, reste une blessure. Face à Guignon, un club de 2e division, le PSG s'incline 2-0. Un résultat qu'aucun supporter n'aurait pu l'imaginer. La saison est marquée par les changements d'entraîneur et les performances globalement décevantes, malgré la confiance que Bergerot porte à Okocha. Ce dernier prend soin de souligner sa détermination et sa loyauté envers le club, même lorsqu'il parle avec un brin d'ironie de ses revenus, soulignant qu'il a une famille à nourrir. Malgré les obstacles, il reste fidèle à sa parole et ne quitte pas le PSG avant d'avoir décroché un premier trophée. À l'été 2001, le club remporte la Coupe Intertoto, une compétition qualifiante pour la Coupe UEFA, avec une grande contribution d'Okocha, auteur de 5 buts en 6 matchs. Cette campagne estivale fut l'un des rares succès de la période et Okocha a brillé comme l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe parisienne, se forgeant une place de choix dans la mémoire des supporters. Au fil de la saison, le PSG se lance avec enthousiasme, porté par l'arrivée de Gigi Okocha. Pourtant, malgré l'excitation générale, ses performances déçoivent. Il ne se montre décisif que 7 fois et peine à maintenir un niveau constant. Il sait pourtant s'illustrer, notamment lorsqu'il forme un duo prometteur avec Ronaldinho, fraîchement arrivé du Brésil. Mais ce n'est pas suffisant pour contenter supporters et dirigeants. Au terme de son contrat de 4 ans, Okocha quitte le club parisien, son compte en banque joliment rempli. Pourtant, dans les esprits, son passage en France reste marqué par un sentiment d'échec, autant personnel que collectif. Le club traverse une période d'instabilité chronique avec pas moins de 4 entraîneurs successifs, des légions de nouveaux joueurs et un contexte difficile à appréhender. Certains pointent aussi du doigt le manque de professionnalisme d'Okocha qu'il juge peu préparé aux exigences du football français au plus haut niveau. Peu importe, Gigi s'envole vers l'Angleterre, le pays du football par excellence, et débarque à Bolton, un club modeste certes, mais au charme et à l'ambiance particulière. L'arrivée en Première Ligue marque un nouveau départ pour lui. Ses débuts sont marqués par une période d'adaptation naturelle et il découvre une atmosphère unique, exaltée par les supporters qui lui attribuent déjà des surnoms flatteurs comme So Good, datant de ses doubles nominations pour ce titre honorifique. Sur le terrain, il crée une complicité intéressante avec le milieu Youri Djorkaeff, bien qu'il soit indéniablement la pièce maîtresse. À 8 journées de la fin de sa première saison, il marque 4 buts cruciaux qui contribuent directement au maintien de Bolton. Cette performance lui vaut le titre de meilleur joueur africain de la Première Ligue en 2003, confirmant son influence grandissante. Pour sa 2e année, il hérite du brassard de capitaine et devient davantage le coordinateur du jeu, bien que ses buts se fassent plus rares. Bolton réalise l'une de ses meilleures saisons, terminant à la 8e place, et fait sensation en Coupe de la Ligue en éliminant Liverpool puis Aston Villa, grâce notamment à un doublé d'Okocha en demi-finale. Malheureusement, le club s'incline en finale contre Middlesbrough, à nouveau si près du but. Encore une fois, Okocha est reconnu comme le meilleur joueur africain par la BBC, une distinction rare qui le place parmi les légendes du continent, à égalité avec des figures telles que Mo Salah. La 3e saison est aussi remarquable avec une 6e place en championnat, un record pour Bolton. Toutefois, la 4e saison sonne le glas de son aventure anglaise. Les négociations pour prolonger son contrat échouent, en grande partie à cause d'un accord juteux qu'il s'apprête à signer au Qatar, ce qui ne plaît guère aux supporters ni à ses dirigeants. Le capitaine perd son brassard et malgré une bonne dernière campagne, le divorce est consommé. La fin de cette histoire à Bolton est teintée d'amertume, Okocha allant même jusqu'à qualifier son séjour là-bas de perte de temps. Avec la sélection, il termine à 3 reprises 3e lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004 et 2006, mais manque la Coupe du Monde en 2006 après une défaite aux qualifications. Sa carrière s'achève au Qatar où malgré un gros contrat, il ne reste qu'une saison. Il préfère ensuite revenir en Angleterre, mais cette fois en Championship avec Hull City. Après 18 matchs, son influence s'efface et il n'est pas retenu pour la montée historique en Première Ligue. Cette sortie de scène se fait en demi-teinte, loin des feux de la rampe. Malgré tout, Okocha incarne une leçon précieuse. Travail, passion et persévérance sont indispensables pour réussir. Son talent aura marqué des millions de fans, des anonymes passionnés jusqu'à des légendes comme Lionel Messi, qui se souvient de lui avec admiration et reconnaissance. On raconte que Messi l'a même appelé par son prénom, lui rendant hommage en évoquant leur temps partagé avec Ronaldinho au PSG. Enfin, pour la touche familiale, Gigi Okocha est l'oncle d'Alexis Iwobi, ancien joueur d'Arsenal. Ces récits sont autant de beaux souvenirs que j'ai été ravie de partager avec vous. Dites-moi en commentaire quel est votre meilleur souvenir de Gigi Okocha et quelle histoire vous souhaiteriez que l'on explore sur Call Interview.